Alors, mes conflits d'intérêts, importants. J'ai un conflit d'intérêts avec Edwards, donc c'est important que vous ayez ça en tête dans ma présentation. J'ai effectivement participé et organisé des symposiums pour eux, donc c'est à intégrer. Alors, c'est quoi l'évolution de l'hémodynamique? C'est quoi, nous, demain, pour donner des liquides à nos patients, pour mettre des vasopresseurs? Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvel outil? La première chose, c'est qu'on est passé d'une hémodynamique invasive à une hémodynamique de moins en moins invasive. Et puis, on voit apparaître des boucles fermées, des boucles de remplissage, des boucles de vasopresseurs. Et puis, sur ces boucles, on va avoir des aides. Ben là, moi, l'aide, ça va être, je remplirai plus tôt. Je mettrai plutôt un vasopresseur. C'est ça qu'on va avoir demain. Alors je vous montre, ça c'est un travail qu'on a fait avec Nicolas Libert, c'est expérimental, c'est sur de l'animal, sur des porcs, on fait un choc hémorragique, donc on induit une hypotension pendant 90 minutes et ensuite on les réanime. Et on va les réanimer avec soit avec une boucle fermée, donnant du liquide, mais aussi donnant des vasopresseurs, la combinaison des deux. Et on va regarder, il y a un protocole 1, un protocole 2. Protocole 1 où en fait on se base sur la pression artérielle avec une pression invasive, et le protocole 2, pour essayer de voir si on peut aller plus loin, on se base sur une pression artérielle qu'on prend au brassard. Voilà qu'est-ce qu'on fait, par exemple, dans le protocole 1 par rapport au fait de donner des liquides. Eh bien, en fait, on voit que la boucle fait aussi bien, parfois un tout petit peu mieux, mais aussi bien. Et puis, dans le protocole 2, quand on fait avec le brassard, c'est identique. On a fait 2 doses de noradrénaline, donc on a mélangé de façon prédéterminée une quantité de liquide, une quantité de noradré, avec une dose moyenne et une dose forte. Et on arrive, quand on regarde la pression artérielle, on arrive à la maintenir. Alors on fait aussi bien, mais c'est aussi bien quand on est tout le temps là. On est là, on regarde l'animal, on regarde la pression et on donne du liquide. Alors on est tout le temps au bloc, hein. Parfois pas tout le temps. Donc c'est juste à garder en tête. Et quand on regarde l'hémodynamique, eh ben on voit que la réanimation en termes de lactate, en termes d'index cardiaque, eh bien avec les niveaux prédéterminés qu'on avait de noradré et de fluide, eh bien on arrive à restaurer de façon identique l'hémodynamique. Alors évidemment, on remplit moins. On donne moins de liquide, puisque quand on ajoute de la noradrénaline, ben, on a un effet vasopresseur, un effet augmentation du retour veineux. On a moins besoin de donner du liquide, c'est ce qui nous intéressait en fait. Parce que comme ça, on les dilue moins et on modifie moins les facteurs de la coagulation. Alors, donc c'est intéressant quand même, évidemment, c'est continuer à développer ces boucles fermées, liquides et vasopresseurs, mais ça a quand même un intérêt, c'est faisable. Donc maintenant, il faut perfectionner les modèles. Je vous montre ce système qui a été développé à Pittsburgh, où ils ont réfléchi, pareil, à une boucle remplissage vasopresseur, et ils se sont dit, en fait, ça pourrait être intéressant lors du transport des malades. On est sur le terrain, il y a un accident, et ben je branche ces 6 seringues qui, en fait, sont dans une géométrie tout à fait acceptable pour être transporté dans une ambulance. Je fais un algorithme où, vous voyez, l'algorithme, c'est la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la compliance dynamique, c'est pas juste un truc simple. Et puis, il va pouvoir faire des bolus de fluide ou va pouvoir donner de la noradrénaline. Et ils testent leur modèle et même ils le testent sur un animal qu'ils mettent dans un hélicoptère, ils transportent l'animal et ils ne font rien, ils laissent les choses se faire. D'accord ?
Et vous voyez qu'en termes de pression artérielle, eh bien, et on voit le lactate qui est tout à fait conservé, 1,9, eh bien, c'est quelque chose qui, en tous les cas, on est encore au domaine expérimental, mais c'est une boucle qui peut fonctionner, qui peut fonctionner en préhospitalier. Et l'idée, là, c'était aussi qu'elle fonctionne à partir du moment où on puisse transporter les blessés dans un hélicoptère. Alors, on en a vu, Marc a parlé, c'est pour ça que je vous ai cité mon conflit d'intérêts. Donc, il y a actuellement des industriels qui développent des nouveaux outils d'alarme prédictifs de l'hypotension, donc une pression artérielle inférieure à 65 pendant 1 minute, et qui nous avertirait sur ces hypotensions. On voit qu'en utilisant ce système-là, eh bien, on diminue le temps d'hypotension au cours d'une intervention. Alors, là encore, il faut vraiment avoir un esprit critique. On voit que grâce à ces systèmes-là, on va pouvoir diminuer l'air sous la courbe, donc en termes d'hypotension, les incidences d'hypotension. Et puis, voilà. Mais est-ce que ça a un impact, en fait? Parce que ça coûte cher, ça a un prix, mais est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce que on fait quand même bien, nous? Déjà, on diminue pas mal. Donc, avec ce système, on peut diminuer encore plus. Mais ce encore plus, est-ce que vraiment il a un impact sur nos patients? Alors un autre travail, en plus du travail qu'a montré Marc tout à l'heure, qui était un travail initial qui a montré que, en fait, si on utilise ce système-là, eh bien, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Même en termes d'hypotension, dans ce travail-là, il ne trouve pas grand-chose. Mais ce qu'il faut voir dans ce travail, c'est intéressant, c'est que, en fait, les médecins qui ont les datas à disposition ne vont pas les utiliser. Cette alarme qu'on va avoir, ils ne vont pas l'utiliser. Et pourquoi ils ne l'utilisent pas? Parce qu'ils estiment que le temps est trop court entre l'alarme et la survenue de l'événement. C'est à peu près, c'est décrit entre 5 et 15 minutes, donc effectivement, ça peut être considéré comme trop court. L'algorithme qui est proposé est trop compliqué. Moi, j'en ai pas besoin et tout, ça ne m'est pas utile. Et puis, en fait, j'en ai rien à faire. J'ai pas confiance. Donc, évidemment, il y a une adhésion à ces systèmes-là, c'est pour ça que je vous ai montré la diapo. Et puis, mais c'est aussi normal que certains médecins, que nous, on ait du recul et qu'on se pose des questions. Moi, je comprends qu'il n'y ait pas d'adhérence et qu'on se dise, bon, écoute, une alarme qui va me prévenir 10 minutes avant, à quoi ça va me servir? Est-ce que vraiment ça va m'apporter quelque chose? Ça coûte cher. Et puis ce travail qui montrait qu'après tout, c'était peut-être tout aussi bien de régler son alarme. Ici, il propose de la régler à entre 70 et 75 mm de mercure sur ma pression artérielle et je vais obtenir la même chose. Donc, est-ce que c'est utile? C'est la question. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que évidemment, ces systèmes vont s'améliorer. Évidemment, ces systèmes vont devenir de plus en plus performants. Et c'est intéressant d'avoir ces aides. En tous les cas, si on prend globalement, c'est une revue qui a été proposée, en utilisant ces systèmes, eh bien, on va diminuer quand même l'hypotension globalement. Et puis, donc, maintenant, il faut savoir si vraiment ça a un impact en termes d'outcome sur nos patients. Un autre système qu'on a utilisé, toujours la même compagnie, c'est donc un système d'assistance au fluid management, donc d'assistance à partir du moment où on va se poser la question, est-ce que je donne du liquide, est-ce que j'en donne pas? Et en fait, ce système va pouvoir donner du liquide, il va vous proposer de faire des bolus, où il va vous suggérer que là, il faudrait le remplir, et vous avez la liberté de faire ou de ne pas faire. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans ce travail, en fait, le pourcentage, la qualité de la réponse à partir du moment où on fait un bolus, eh bien, cette qualité était meilleure quand on utilisait ce système. Alors, on a utilisé ce système dans une étude randomisée sur de la chirurgie donc lourde digestive, sur hépatectomie, et on a regardé des critères qu'on peut discuter, mais la microcirculation sublinguale et 2 autres critères de perfusion
qui est un critère de perfusion au niveau du périphérique par Massimo, et un système de perfusion par un système de sonde et plétismographie au niveau urinaire. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que quand on utilise, on a fait deux groupes, un groupe où on fait une optimisation standard et un groupe où on fait une optimisation basée avec ces recommandations de oui, là vous pouvez faire un remplissage, je vous suggère un remplissage, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que d'abord, ce qui est intéressant, c'est que dans le groupe en fait, où on a utilisé l'AFM, cette aide, eh bien, on a donné un peu plus de liquide, on a mis un peu moins de vasopresseurs, donc on les a remplis globalement un peu plus, et les lactates, ce n'est pas grand-chose, mais étaient significativement plus bas dans ce groupe 2.1 versus 2.9. Sur les paramètres microcirculatoires, vous voyez le flux au niveau sublingual qui était beaucoup plus haut et beaucoup moins variable avec l'AFM, et il en était de même pour les deux indices de perfusion. D'autre part, si on regarde le pourcentage de cas où on avait, par exemple, un débit cardiaque, un index cardiaque qui était inférieur à 2,5, eh bien, c'était moins important dans le groupe où il y avait cette aide. Est-ce que, là encore, ça fait une différence? C'est la question, hein. Mais simplement pour vous montrer que, pour moi, je ne sais pas si vraiment il faut adopter ces systèmes-là, mais on est sur la voie pour une amélioration et pour avoir des aides, des propositions qui nous seront faites, qui, à un moment, pourront énormément peut-être aider notre pratique. Alors, une autre chose que je trouve intéressante, c'est les changements évidemment, actuellement, on traite les big data, tout le monde va se lancer. J'ai des data. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je les traite? Et ce travail qui a été fait aux États-Unis par Romain Piracchio, qui est sorti dans le JAMA, où ils se sont posé la question de l'utilisation de la vasopressine dans le choc septique. Ils ont pris 3 cohortes de patients, vous voyez, c'est 14 000 patients au total, c'est énorme. Et ils ont regardé, donc c'est une étude rétrospective en fait. Ils regardent ce qui s'est passé sur tous les malades. Qu'est-ce qui a été fait par le médecin? Quand est-ce qu'il a introduit ou pas la vasopressine? Et à ce moment-là, eh bien, ils l'intègrent, et par l'intelligence artificielle, ils vont faire un algorithme, c'est-à-dire qu'ils vont dire, ben voilà, à tel moment, il a été introduit de la vasopressine, est-ce que ça a été bon, est-ce que ça a été mauvais? Et c'est renforcement par l'enseignement, renforcement par l'entraînement, et il va comme ça développer un algorithme et en prenant une série de critères, 14 critères à peu près, et il va nous proposer des choses. Quelles sont les conclusions? C'est important parce que ça peut avoir autant d'impact que les systèmes que je vous ai montrés. Parce que quand on se dit quand est-ce que je l'introduis la vasopressine, si vous lisez cet article, eh bien vous dites, ben voilà, c'est simple, hein. Il faut que je l'introduise de façon chez plus de patients en choc septique, plus vite, et puis sans attendre d'avoir de fortes doses de noradrénaline. Donc ça a un impact quand même quand vous regardez ça. Et puis quand on regarde sur le rein, parce que moi ça m'amuse le rein, eh bien quand on regarde sur le rein, eh bien il y a moins de dialyse. Donc vous vous dites, waouh, c'est génial quoi. Pas besoin de faire une étude randomisée, ça roule. Donc c'est important d'avoir un esprit critique. Donc en lisant cet article, je me suis dit, mais la méthodo, moi, je la maîtrise pas. Donc j'ai demandé au premier auteur de me l'expliquer. Il m'a dit, mais tu sais, moi j'ai des gens dans mon unité, c'est leur spécialité. Je me suis dit, merde. Donc oui, il y a des gens qui connaissent ça parfaitement, mais nous on ne connaît pas. Mais on a juste les datas. Donc c'est important d'avoir un esprit critique. Et du coup, j'ai pris ChatGPT. Et je lui ai dit, bon, j'ai été gentil, hein, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer la méthode de cet article à un mec qui ne comprend rien? Voilà la première question que j'ai posée.
Et il me l'explique. Alors, évidemment, il faut avoir un esprit critique, hein, mais moi, partant de zéro, je gobe, je suis content. Enfin, je comprends l'article. Je me disais, mais attends, est-ce que le médecin est au courant? Est-ce que c'est vraiment rétrospectif? Comment ça se passe et tout? Il me l'explique. Après, ben, je pars dans une discussion. Il me dit, est-ce que tu veux un schéma? Ben oui, j'aimerais bien un schéma en fait. Il me donne le schéma. Je ne vous l'ai pas mis, mais... Et ensuite, je lui dis, voilà, quels sont les points forts, les points faibles de la méthode. Et on avance comme ça. Alors évidemment, il ne faut pas acheter tout content. Mais simplement, c'est évident que on va s'en servir. Donc nous, ce qu'il faut, c'est absolument bosser les choses après. Donc évidemment que je ne me suis pas arrêté à ChatGPT et que je suis allé après plus loin. Mais déjà, ça vous donne une bonne base. Alors, en conclusion, moi je ne sais pas si, parce qu'on entend souvent, voilà, l'IA contre le médecin, l'IA, il faut en avoir peur. Tout ça, c'est des mauvais combats. C'est pas des, de toute façon, elle est là. De toute façon, on va s'en servir. Moi, ça me fait rigoler. Les déserts médicaux, qu'est-ce qu'ils font, les patients? Paf, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Ils vont avoir de l'info. Non contrôlé. Tout ça, c'est non contrôlé. Ça arrive demain. Ça va nous échapper. Ça va échapper aux médecins. Donc, simplement, il faut essayer de rattraper le truc. Et essayer d'être plus malin que ça. Et donc, travailler et développé son esprit critique. Donc ça va impacter directement les fluides et les vasopresseurs. Je vous ai montré, hein, parce que les boucles fermées, ça va arriver très vite. Hein. L'autre chose, c'est qu'il faut développer notre esprit critique. Absolument, c'est là-dessus qu'on doit bosser. Et il faut éviter, j'ai mis la pensée paresseuse. Il y a plein de publications actuellement là-dessus. Éviter la pensée paresseuse, c'est-à-dire je gobe. J'ai le truc, hop. Et encourager la pensée analytique. Évidemment qu'il faut des études complémentaires pour savoir si vraiment ça a un impact sur le devenir de nos patients. Et ce sont des outils, et c'est comment on les utilise. Moi, ma préoccupation, c'est qu'on garde un esprit critique, qu'on garde une analyse correcte des choses, et que ça ne soit qu'un outil, et que ça ne soit pas quelque chose qui nous contrôle. Voilà, merci.